la cuisine du quotidien. Je parle donc du sexisme dans les restaurants et à l'époque, je cite une jeune femme qui témoigne à visage découvert dans, je crois que c'est Envoyé spécial. Donc, c'était il y a plus de 10 ans. En tout cas, qu'elle témoigne, c'était en 2015 ou 2016. Et là, j'ai eu la chance d'avoir quand même pas mal de presse autour du premier livre. Et nos consoeurs, nos confrères, quand ils m'interviewaient, me disaient mais c'est dingue, il y a des violences en cuisine. Ouais. Bon, dire c'est normal quand on connaît pas les coulisses d'un métier de s'étonner, de voir qu'il y a de la violence. Donc moi je disais bah oui, oui, il y a vachement, enfin pour le coup il y a beaucoup de violence, mais c'est partout. Je dis bah c'est pas systématique, mais oui apparemment c'est partout. Moi je commençais à peine vraiment à creuser le sujet, et donc je me suis dit il y a quand même quelque chose parce que cette image que la gastronomie, on pourra parler du mot aussi gastronomie ou Oui. haute cuisine renvoie, notamment par le biais médiatique, avec les émissions comme Top Chef existaient déjà à l'époque, ou bien par les portraits de chefs, et puis ils sont partout. Bon, ils sont partout. C'est vrai qu'ils sont partout. Oui, Maintenant, c'est ils font partout. des pubs pour du café ou pour C'est des un, voitures, quoi. c'est un Donc, aspect que tu évoques dans ton livre. Tu fais aussi un retour historique sur comment s'est construit cette gastronomie ouais, française, qui et est pas cette du. image du chef, Ouais. l'évolution de l'image du chef, d'ouvrier à égérie, comme j'écris, d'ouvrier à artiste. Et donc, je me dis, ah bah oui, c'est normal qu'il y ait une espèce de clash entre l'image médiatique publique que ces gens ont et la réalité du travail en cuisine. Donc, bon, ça en un coin de la tête. Et puis, des gens de la restauration, parce que je connais pas mal de gens maintenant dans la restauration, puis à l'époque aussi, je deviens amie avec eux, avec elles, donc me parlent du milieu, donc je commence à connaître aussi comment ça fonctionne. Et puis, ces gens me confient des choses qu'ils ne confient pas aux gens qui bossent avec eux. C'est-à-dire que Ouais. moi, ils me donnent des détails, par exemple, de choses. Ils ne me disent pas juste ah ouais, c'est pénible. Et en 2020, confinement, les restos sont fermés, donc il y a pas loin d'1 million de gens du secteur HCR, hôtel, café, restaurant, qui se retrouvent au chômage technique. Et là, je me dis, mais moi, j'avais déjà participé à 2-3 podcasts, émissions, machin, sur les violences en cuisine. Et je me dis, mais en fait, c'est peut-être le moment, le seul moment, peut-être, de toute leur vie où ces gens auront du temps pour déjà dormir, Ouais. soigner leurs blessures, les blessures physiques, aller voir peut-être un médecin, voir leurs amis, chiller devant la télé, écouter des podcasts, lire des livres, et surtout pas avoir la boule au ventre le matin, et peut-être réfléchir justement à la vie qu'ils sont en train de mener, à leur présent. Et donc j'ai sollicité Camille Moncarnel, qui avait créé le compte Instagram Je dis non chef en 2019. C'est une ancienne cuisinière qui a fait une école réputée, Ferrandi. Elle a subi des violences en cuisine, des discriminations, et donc elle a créé ce compte Instagram en mode lanceuse d'alerte, où elle recueillait des témoignages qu'elle anonymisait, qu'elle publiait. C'est un peu une pionnière aussi de Ah, ça, c'est hein. vraiment Ouais. lanceuse d'alerte. Moi, il me semble que c'est la première personne concernée par le milieu, concerné par ces violences, à lancer l'alerte. Et justement, à l'époque, elle me dit ça a fait peur à beaucoup de chefs. Elle recevait des menaces d'intimidation, etc. Donc je la contacte et je me présente, et voilà, je lui dis ce serait peut-être bien qu'on fasse un questionnaire qu'on met en ligne. Toi, tu as la légitimité du milieu, moi j'ai la légitimité journalistique, et donc on pourrait proposer aux gens de répondre à plein de questions, à raconter ce qui s'est passé, et si ils ou elles ont envie d'en parler plus avec une journaliste, de laisser leur mail. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Au bout de 2 jours, on a eu des centaines de réponses. On ne Ouais. s'attendait pas à autant de réponses. Aujourd'hui, le questionnaire est toujours en ligne, et il y a pas loin de 4000 réponses dessus. Et pour finir, donc 2020, je fais ça. Et en fait, on sort le questionnaire, et quelques semaines plus tard, une personne me contacte en me disant, voilà, j'ai plusieurs femmes qui voudraient parler du même homme qu'elles accusent d'agression sexuelle. Et donc, je commence à parler avec ces femmes-là. Il y en a quand même quasiment une dizaine. Et je finis par enquêter pour Mediapart sur ce sujet. Bon, ça se finit pas bien, puisque le chef en question se suicide. Ouais, c'est l'ouverture de Ouais, ton livre, hein. du livre. Voilà, je voulais vraiment revenir là-dessus. Donc, septembre 2020, le chef se suicide, alors qu'on était à la fin de l'enquête. Il me manquait le contradictoire. Mais j'avais quand même publié après un papier sur Mediapart, justement, sur les violences en cuisine. On précise d'abord que tu n'avais pas du tout révélé son nom, hein. C'est d'autres médias qui avaient sorti son nom dans la presse en disant Évidemment, qu'il y a des j'avais fait accusations, mon évidemment. travail correctement. Oui, c'est ça. Normalement, en journalisme, on ne révèle pas qu'il y a une enquête qui est en cours en disant il se passe des trucs. Et comme tu le dis, tu n'avais pas fait le contradictoire, donc ça ne se fait pas du tout. Non. Et donc on suppose, que bon, un suicide, c'est toujours compliqué à déterminer, mais on suppose que c'est en raison de ces rumeurs-là qu'il y avait eu cet événement. En général, quand on se suicide, bon, moi étant dépressive, il n'y a pas ça joue. Oui. Moi, je le connais pas personnellement, je sais pas quel est son historique, je sais pas si c'est quelqu'un qui a des problèmes psy, enfin, j'en sais rien. Il s'est suicidé, c'est lui que ça regarde. Mais évidemment, quand votre nom tourne alors qu'il n'y a rien qui est sorti et qu'il y a des accusations graves à votre rencontre, je pense que ça n'aide pas, évidemment. Donc, c'est sûr que c'est une tragédie pour tout le monde. Et à titre personnel et professionnel, ça reste un énorme traumatisme. Oui, forcément. Mais donc ça part de cette récolte de témoignages. Et en fait, ton livre, il est énormément construit autour des témoignages. Il y a beaucoup de citations de témoignages dans le bouquin. Il y a beaucoup de gens qui témoignent de toutes sortes
ce soit d'abus, de violence, de racisme, et puis de discours antisyndicaux. Enfin, il y a vraiment de tout type de témoignages, et tu le dis même dans le livre, ça a été au point où toi-même t'es tombé des nues en découvrant certains témoignages, où tu avais même du mal à croire le niveau de violence de ce qu'on te racontait, et c'était des gens qui étaient habitués en fait à un niveau de violence qui nous paraît nous assez hallucinant. En fait, le niveau de seuil de tolérance des violences, quelles qu'elles soient, hein, en Mm. cuisine, il est incroyablement élevé. Ce que j'explique dans le bouquin au début aussi, pour un peu expliquer comment j'ai travaillé et puis comment ça se passait, les entretiens avec ces personnes qui ont bien voulu me raconter leurs expériences terribles, c'est que souvent les gens me racontaient en premier les trucs les plus sordides. Ouais. Vraiment des trucs glaçants. Enfin, je veux dire, vous êtes là, c'est pas possible qu'un humain fasse ça à un autre humain dans le cadre du travail. Et puis après, donc j'avais une grille de questions que je posais à chaque personne. Et puis à un moment, je disais, bah voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres choses à me raconter? Ah, je sais pas, d'autres types de violences, peut-être que vous avez, dont vous avez été témoin, que vous avez subi. Et les gens étaient là, genre, ouais, bon, ils me disaient, bon, oui, enfin bon, après, classique, coup de torchon, chauffer la queue de la casserole, la mettre sur le plan de travail, comme ça. Vous vous dites, bah, qu'est-ce qu'elle fait là, cette casserole? Vous la prenez, vous vous brûlez. Et j'étais là, pardon? Ouais. Tu sais, c'est genre, same old, genre, Ouais, tu c'est sais, naturel, quoi. bah, c'est le quotidien, quoi. Et j'étais là, attendez, quoi? Ouais. Ah, d'accord. Et donc, en fait, c'est ça le truc de départ, c'est qu'il y a une normalisation de violences qui nous paraissent absolument inouïes. Ouais. Et donc, comme je le dis souvent et comme je l'ai dit à d'autres personnes à un moment, parce que je veux dire, quand je les voyais en vrai, parce que j'ai eu des gens au téléphone qui sont pas du tout à Paris, pas pu me déplacer, bon, mais j'ai quand même eu des gens en vrai, je veux dire, le choc se lit sur mon visage, quoi. Ouais. Enfin, c'est dur parce qu'il y a vraiment des trucs ahurissants. Et donc, comme je dis, quand on me pose la question, est-ce que vous êtes choquée ou surprise ou quoi, j'ai toujours, je suis choquée à chaque fois, mais je suis plus surprise du Ouais. tout parce que je pense que j'ai entendu les pires trucs, quoi. Ouais, ouais, c'est au-delà ça, c'est C'est inimaginable. une ambiance de violence en arrière-plan, et parfois il y a des trucs encore plus graves qui s'y ajoutaient. D'ailleurs, c'est quelqu'un dans le chat, Lucas Duroc, qui dit: en cuisine, mon seuil de tolérance a skyrocket, mais il a crevé le plafond en moins de 3 mois. Ce qui paraît impossible à encaisser devient la norme et on tank. Ce qui est assez déprimant, et tu expliques aussi dans ton livre, c'est que comme il s'agit de personnes jeunes qui viennent assez souvent de milieux précaires, c'est un aspect intéressant. Je pense qu'on pourrait y revenir sur la question d'échelle sociale pour les hommes, en tout cas, du milieu de la cuisine, mais c'est des personnes qui en fait sont vulnérables souvent quand elle arrive dans le milieu de la cuisine, ce qui les conduit aussi à apprendre plus rapidement cet univers de violence et à À l'accepter. l'intérioriser. En Mm. fait, il y a plusieurs cas de figure. Donc effectivement, il y a le cas de figure où on vous a toujours répété que vous étiez une merde à l'école, et donc on vous a dit, bah de toute façon t'es qu'une merde, donc bah, comme on le dit encore aujourd'hui, tu vas faire un bac pro, quoi, comme si c'était quelque chose réservé à, je sais pas, la lie de l'humanité, n'importe quoi. Donc on dit ça, donc des gens déjà ont intériorisé. Bah, je suis une merde, de toute façon. Ouais. Donc, bah, voilà. Donc, je peux me faire traiter comme une merde parce que je suis une merde. Quand on est jeune, on rappelle qu'on peut commencer l'école, enfin, le restauration à 15 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'on est des enfants. Et Et on est à tu te retrouves 15 avec ans. des gens qui disent j'ai 9 ans de carrière, et en fait ils ont 22 ans. Quoi. Ben c'est Ouais. ça, en fait. Ouais. Moi, c'est ça qui était fou. C'est des Ouais. gens qui m'ont dit ça. Bah, moi, ça fait 12 ans que je suis là. Mais attendez, vous avez quel âge? Et qui sont traumatisés, ou 3 mois aussi, hein. Ouais. Donc, on a des gens de 15 ans qui sont des enfants qui se retrouvent dans des ambiances, mais d'une violence inouïe et de stress inouï, qu'on laisse se démerder tout seul, ce que je raconte dans le livre, des écoles qui disent bah, débrouille-toi, t'as 15 ans en fait, tu parles d'agression sexuelle dans une cuisine, on te dit bah, démerde-toi avec ton patron. Et comme le dit c'était Lucas, dans le chat, en fait, effectivement, 3 mois, les gens se plient au truc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de. Les gens sont matrixés dès l'école, en fait, c'est-à-dire que première semaine de formation, on vous dit la cuisine, c'est ça. Ça va être comme ça toute ta vie, en fait. Donc, quand c'est ton métier passion aussi, quand c'est ta vocation, bah, tu dis, bah, ok, très bien, j'ai compris, ça va être comme ça. Donc, ce seuil de tolérance, effectivement, il pète le plafond. Bah, t'en viens à considérer tout ça comme normal. Donc, en fait, tu sais, c'est un peu le mythe, enfin, l'espèce de légende de la grenouille, de l'eau, elle chauffe progressivement. Bah, là, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, on commence par te crier dessus tout le temps. Ensuite, on te traite de merde. On te dit que c'est de la merde. Puis après, on commence à te bousculer. Et puis après, c'est des violences physiques. Et puis après, bah, je veux dire, la porte est ouverte à tout type de violence, quoi. Donc il y a une espèce il peut y avoir une gradation. Parfois, c'est juste dès le premier jour, on te fout une main sur une casserole, hein. Ouais, c'est ça. Ça peut être directement ce qu'ils appellent un bizutage, qui en fait est des violences immédiatement. Alors c'est pas, je dirais pas que c'est du bizutage parce qu'en fait, il y a une cruauté inouïe. C'est pas du bizutage, c'est parce qu'il y a rien derrière de bon enfant. C'est-à-dire que comment dire, il y a une cruauté inouïe. Ouais. Quand un chef dit à une jeune femme, exige d'une jeune femme qu'elle sorte un plat du four à 300 degrés à main nue. Oui, oui. Ah.
Moi, j'entends bizutage vraiment quelque chose de cruel, hein, justement, parce que ça a Ah été ouais. critiqué dans cette. Mais pas là, dans mais cette purement, je optique-là. veux dire, c'est même pas dans une optique où il y aurait peut-être des gens qui font haha, c'est rigolo, allez. Non, c'est vraiment des gens dans les yeux qui te disent fais ça pour que tu te fasses mal. Oui, c'est de la violence physique qui est fait sur le corps. Alors quelqu'un disait arrêtez d'exclure la violence avec la précarité. Plein de gens sont hyper bien éduqués en étant précaires. Alors non, c'est pas ce que C'est dans l'autre c'est sens. pas ce qu'on disait, c'est ça. C'est que c'est des gens précaires justement qui voient la cuisine comme un moyen d'accéder à une position sociale plus élevée et qui du coup sont peut-être plus aptes à accepter ce niveau de violence, ce niveau de violence aussi. Alors quelqu'un dit, Terence, qui est un habitué, nous Bonjour. disait la terminologie employée est de plus en plus autoritaire. Alors ça, c'est un thème aussi sur l'histoire peut-être de la cuisine. D'ailleurs, je crois que Arte a reposté son documentaire sur Oui, Escoffier, sur Escoffier, qui est ouais. intéressant, alors qui n'est pas très critique du... Ah bah, Mediapart. le mythe, on a un petit raid, merci beaucoup. Mediapart. Merci Tekos pour le raid, bienvenue. Merci. On parle de Mediapart. violence en cuisine avec Nora À qui Boldini. appartient votre journal Et on est en train de Mediapart. parler justement de l'organisation des brigades de restauration qui ont été historiquement construites comme quelque chose de disciplinaire assez militaire. Ouais, terrorisme Ouais, c'est ça. et armée, quoi, en gros. Ouais, ouais. Et la France a appliqué ces règles-là au monde de la cuisine. Et je vous conseillerais quand même personnellement le visionnage du documentaire Arte sur Escoffier parce qu'il explique bien comment ça s'est installé. Il est pas du tout critique du fonctionnement, mais il explique bien comment ça s'est installé et pourquoi on a une inspiration militaire. D'ailleurs, tu fais beaucoup d'histoires, ce que je trouve intéressant de la gastronomie française dans ton livre, pour expliquer aussi pourquoi on arrive à un milieu où la violence est autant normalisée. C'est ce côté militaire, très masculin, très, Oui, très violent. en fait, on appelle ça une brigade en cuisine, pas une équipe. Ouais. On parle de coup de feu quand on commence justement, ça y est, la mise en place et le service. On dit oui chef. Les gens se définissent eux-mêmes comme des guerriers, des soldats. Ils vont à la guerre. Des gens m'ont dit, le midi, on dit allez, c'est parti, on va à la guerre, on monte au front, quoi. Ouais. Donc ça, il y a plein de choses hyper intéressantes à expliquer là-dessus. Les sociologues du travail, les psy du travail m'en ont parlé. Cette espèce de collectif qu'on crée pour adhérer à une espèce de vision et on fait corps et on oublie qu'on est un individu, on est un corps de métier collectif. Des gens d'ailleurs disent moi mon chef il m'a jamais appelé par mon prénom, il m'a donné un autre prénom, il m'appelait pute tous les jours. Ouais. Et puis le chef qui vous dit on est une grande famille, on va la décrocher ensemble l'étoile, coûte, sauf que ça ruissellera pas sur vous, ça ruissellera sur le chef. Et donc sur cet éclairage historique et politique que je fais sur donc le mythe gastronomique, je trouve, c'était pour moi une manière de replacer les violences en cuisine dans un contexte de lutte des classes. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, on en a un petit peu parlé, mais effectivement, la mobilité sociale, de devenir chef aujourd'hui parce que c'est plus valorisant, et justement, sur les violences, on parlait de précarité, etc., d'un horizon souhaitable, désirable, quand on vient d'un milieu qui est populaire, par exemple, et qu'on n'est pas quelqu'un de scolaire et tout. Mais en fait, il y a aussi ce chef qui est vu comme un sauveur. Oui. Et ça lui permet de faire endurer tout, quoi. Parce qu'on a cette particularité du milieu de la cuisine, qui est un secteur qui est très regardé de façon très, très positive. Tu parles d'artification vraiment comme un art, quelque chose de très bien vu, où en fait c'est un travail très physique, c'est un travail d'ouvrier à la base. Mais en fait, cette dissonance-là, elle permet en fait à des gens qui sont justement pas scolaires de se dire je peux avoir une carrière, je peux réussir. En général des hommes, parce que les femmes quittent souvent les cuisines, même si elles sont en majorité à l'école. Et ça, c'est aussi un instrument de reproduction de la violence. Ouais, c'est un levier, c'est une stratégie qu'on connaît bien. De toute façon, on peut l'appliquer à d'autres milieux. Mais moi, ce milieu, il me semblait très, très spécial, très spécifique, notamment parce que promiscuité, proximité, stress intense, enjeu d'image aujourd'hui, enjeu économique, et puis enjeu de rayonnement à l'international. Alors, on parle évidemment là, quand on parle de valorisation du métier, de grande cuisine, comme on dit, parce qu'évidemment, quand tu prépares des croque-monsieur dans un petit bistrot, là, tout le monde s'en fout de toi, tu restes un ouvrier. On rappelle que la nomenclature de l'INSEE, les cuisiniers sont des ouvriers, pas des artisans, pas des artistes, des ouvriers. Mais donc on leur a fait croire pendant longtemps depuis longtemps, on leur fait miroiter justement cette ascension sociale et désirable, etc. En disant Mediapart. Oh là là. Merci beaucoup. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors je répète évidemment chaque fois pour les personnes qui arrivent, on parle toujours de violence en cuisine. Je mets le livre comme ça. Les gens peuvent le voir. Voilà, merci. Donc il y a ce prétexte aussi à violence. Quelqu'un dit, c'est Getso qui dit la plupart des chefs sont quand même en majorité de gros maboules. Mais en fait, ça c'est intéressant comme remarque évidemment, parce que moi c'est ce que je me suis dit à un moment, je veux dire au fur et à mesure, moi j'ai récolté des centaines de témoignages. Là il y en a une cinquantaine dans le livre. Et en fait je me suis dit, mais il y a des gens qui me disaient, pour être en cuisine, notamment dans des établissements haut de gamme où vraiment c'est compliqué, c'est très stressant et très violent, il faut être un peu paumé.
Plusieurs gens m'ont dit ça. Faut être un peu paumé, un peu paumé. Et il y a des gens qui m'ont dit aussi peut-être que finalement je cherche une forme. Peut-être que je suis un peu maso. Ouais. Et t'en viens à reproduire dans ta tête et à te dire que tu mérites en fait de te faire maltraiter. Et des gens qui m'ont dit pendant très longtemps, j'étais persuadée que pour m'améliorer, pour devenir efficace, rapide, douée, il fallait que je me fasse maltraiter. Et les cuisines où je suis passée, où je me faisais pas maltraiter, en fait, j'étais pas satisfaite. Donc ce cycle de violence, ça va très vite. Et puis, c'est dur d'en sortir. Et je me suis demandé aussi, justement, sur la remarque sur les gros maboules, je me suis vraiment posé la question, est-ce que ce milieu attire des personnalités spéciales ? Parce que, en fait, quand dès l'âge de 17 ans, vous devenez un tyran en cuisine... Oui, comme on disait, comme tu disais tout à l'heure, on commence à 15 ans, donc on peut monter assez vite en responsabilité, on peut très vite avoir des gens sous ses ordre. Mais en fait, c'est cette promesse de méritocratie qui est intéressante dans la cuisine, parce qu'en fait, donc déjà, c'est un métier ouvrier, et il y a une promesse, puisqu'en fait, tout le monde commence en bas de l'échelle, de la hiérarchie très verticale. Donc, personne n'est propulsé chef ou chef de rang ou sous-chef d'un coup, quoi. Donc, il y a cette promesse d'ascension, de mobilité dans cette hiérarchie très verticale, et seul le chef peut vous faire monter, quoi. Je trouve un témoignage, je l'ai retrouvé heureusement, un témoignage très intéressant dans le livre qui est plutôt une minorité de témoignages, mais c'est quelqu'un qui dit j'ai été un bourreau et j'ai accepté de parler sur ces façons-là. Donc tu expliques que tu es dans un restaurant avec un chef avec qui tu as sympathisé et qui, en apprenant que tu écris un livre sur le sujet, dit tu n'interviews que les victimes ou tu veux aussi interviewer un bourreau. Donc ce sont ses mots. Et lui, il témoigne en disant, donc il a 36 ans au moment où tu l'interviews. J'avais 22 ans, j'étais chef de partie dans un 2 étoiles Michelin, on passait un service de merde et après 3 ou 4 conneries d'affilée, je suis monté en pression. Une pression que je me mets à moi-même parce que ça fait 2 fois qu'une table est réclamée et qu'on a 10 minutes de retard sur une autre, ce qui est à la fois grave et en même temps, ça va pas changer la face du monde. Mais effectivement, c'est considéré comme le truc le plus grave du monde. Mais comme on est dans ce milieu, on est 2 fois par jour dans un rythme infernal. Au lieu de boire un verre d'eau et de respirer, j'ai mis la pression sur la personne qui était sous moi, en l'occurrence un apprenti. Sauf que ce n'était pas à lui d'endosser la responsabilité. Je lui ai dit que ça n'allait pas, mais sans aucune intelligence. Puis j'ai fini par lui choper le col. Il dit j'ai étranglé quelqu'un, si c'est une agression physique, sans me rendre compte que j'étais en train de l'étrangler. Voilà. Et donc il raconte ça en expliquant comment on en arrive à faire ça. Alors que c'est des gens qui, dans quasiment tous les cas, je suppose, eux-mêmes étaient victimes de ces violences-là quand ils ont été... ou même pas. Ou même pas. Même pas. En fait, tu perpétues la violence parce qu'en fait, c'est un logiciel, quoi. Dès l'école, on te dit c'est comme ça. Je veux dire, on te fait croire, on prétend qu'il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre, de progresser et de transmettre que par une ou plusieurs formes de violence. Et quand tes propres chefs te disent moi j'en ai chié et regarde où j'en suis, j'ai 2 étoiles, en fait tu dis oui, pour avoir 2 étoiles, il faut que j'en chie. Et en fait, il y a des gens qui me racontent. Quelqu'un a parlé de syndrome de Stockholm dans le chat, c'est complètement ça. Des gens me le disent. Me disent et la figure paternaliste du chef, où tu cherches son approbation. Je veux dire, il te brûle la gueule à 12h30 et à 14h, il te dit c'était un super service, bien joué. Et tu es là, genre, comme si vraiment tu avais donné une petite friandise, quoi. Mais sur le côté donc transmission, etc., c'est un logiciel, on te dit c'est comme ça. Et même tu en viens à te dire, si j'en chie pas, c'est que je suis pas assez bon. En fait, il faut que j'en chie, sinon j'apprends pas assez. Donc c'est très difficile d'en sortir. Et justement, il y a 2 chefs qui ont bien voulu me raconter les violences qu'eux-mêmes ont pu faire subir à d'autres gens. Et qui disent, mais en fait, je ne savais pas comment faire autrement. Ouais. On ne m'a jamais montré. C'est le seul horizon. Ouais, et tu dis, je veux dire, tu sais pas faire autrement. Tu te dis qu'il y a que cette façon-là, quoi. Et c'est intéressant parce que aussi ça commence très 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 tôt, parce que c'est même les écoles en fait de formation. T'en parles longuement dans le livre, qui sont aussi à la fois dépendantes du secteur économique de la restauration, mais qui aussi, leurs profs, c'est des chefs, donc c'est des gens de ce milieu-là qui reproduisent des violences. Et il y a beaucoup d'écoles qui les reproduisent, qui ignorent les signalements. Alors il y en a une que interview plus longuement, je crois que c'est Life. Je pense oui, ex-institut Bocuse à Lyon. À Lyon, où là, j'ai l'impression qu'il y avait quand même plutôt une espèce de prise de conscience par rapport à ça de la part du directeur, même s'il y a des problèmes que tu évoques aussi. Mais dans beaucoup d'écoles, en fait, quand il y a des violences, on dit c'est normal. Ça va être comme ça toute ta vie, donc viens pas te plaindre, quoi. En fait, dès le début, on leur dit la cuisine, c'est dur, la cuisine, c'est violent, vous savez dans quoi vous mettez les pieds, de toute façon, vous n'avez pas à vous plaindre, vous saviez très bien. Et donc, quand vous avez 15 ans, ou même plus âgé et que vous êtes dans ce système-là et que vous trouvez le courage d'aller voir quelqu'un à l'école pour vous dire ça se passe mal avec mon patron. Et d'ailleurs, les gens qui me disent être allés voir des profs, etc., ou le directeur ou je ne sais quoi, je leur dis, mais vous avez raconté exactement ce que vous m'avez raconté, les détails. Et ils me disent, non, j'ai pas dit je me suis fait violer. Enfin, j'ai été violée. J'ai pas dit il me traite de merde. Je leur dis, ça se passe très mal. Très mal.
Et là, on leur répond, bah, tu te débrouilles. Et puis, de toute façon, si tu quittes ce resto, tu as 3 semaines pour trouver un stage, sinon, l'école, c'est terminé, on te vire. Et quand tu as dépensé 15 000 euros, que tes parents ont dépensé 15 000 euros, se sont peut-être, tu vois, ouverts pour saigner, pour te payer ça, tu te dis, bah non. J'ai même des gens qui me disaient, j'ai enfin parlé à mes parents, j'ai perdu 20 kilos en 3 mois, je pleurais dans le RER tous les soirs. J'ai fini par dire à mes parents, je peux pas y retourner, c'est horrible. Et les parents eux-mêmes ont dit, bah ouais, mais faut que tu serres les dents, on a dépensé 18 000 euros pour toi, quoi. Ouais. Et en plus, au-delà de ça, il y a le fait que les écoles, alors tu dis surtout en dehors de Paris, peuvent être très dépendantes de quelques établissements prestigieux. Il y a des endroits où il y a un ou deux restaurants étoilés sur un rayon d'une centaine de kilomètres. Forcément, si ça se passe mal dans ce restaurant-là, les écoles ferment leurs portes, quoi. Ouais, bah en fait, les écoles, les restaurants qui ont des partenariats avec ces écoles attendent chaque année 1, 2, 3 apprentis ou stagiaires. Donc il y a 2 choses dans ce que tu dis. Il y a d'abord effectivement les régions où il y a un étoilé, un resto bistronomique. Donc bah, pour envoyer les élèves là-dedans, c'est compliqué si jamais tu décides de blacklister l'établissement. Donc d'ailleurs dans le bouquin, il y a un directeur d'école qui me dit, bah, pour l'Institut Life à Lyon, bah, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils ont une blacklist. Beaucoup d'étoilés à Lyon. Bah, il y a quand même beaucoup de restos où tu peux envoyer les gens. Et puis dans la région lyonnaise aussi, un peu. Voilà, je veux dire, pour le coup, c'est une des villes de la gastronomie française, machin. Donc tu as quand même du choix. Donc tu peux te permettre de blacklister. Et puis c'est l'Institut Life, t'es quand même, bon voilà, il y a quand même quelque chose. Le rapport de force est comme différent. En fait, c'est ça, c'est que le rapport de force, il est presque dans l'autre sens. C'est pour ça qu'ils ont pu faire cette blacklist et qui blacklistent pendant plusieurs années des établissements en attendant de voir s'ils ont changé leur façon de faire et qui croient leurs étudiants et étudiantes. Enfin bon, j'en parle longuement dans le bouquin. Mais quand on est un lycée hôtelier dans une zone où il y a très peu justement d'endroits où envoyer les élèves, vous les envoyez où les élèves si vous blacklistez? Donc c'est horrible parce que vous savez que vous envoyez des gens dans des endroits où ils vont se faire défoncer la gueule. Et après vous dites, bah oui, mais comment on fait? Bah pardon, mais moi c'est pas mon problème déjà. Et c'est à vous de régler ça. Je veux dire, c'est au secteur entier de régler ça. Vous n'avez pas à être complice de ça ou à dire, bon, bah voilà, on dépend des restaurants, mais c'est quand même ahurissant, quoi. Oui, c'est ahurissant, puis ça ne permet pas du tout de changer. C'est intéressant parce que bon, y a beaucoup de témoignages. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de gens merci beaucoup, qui racontent de leur expérience en cuisine. Si on remonte, il y a vraiment plein de choses. Il y a plein de témoignages, et je trouve que ça touche assez les gens, parce que chaque fois que je parle de ces questions de conditions de travail en stream, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Forcément, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de monde. Plein de gens ont eu des expériences, même courtes, dans la restauration. Getso qui dit, je me souviens d'un boulot d'été dans un resto de bord de plage. En service, le chef était un gros malade. Alors, en dehors du service, le mec est une crème. Ça m'a choqué à l'époque. Cette technique de manipulation que tu évoques dans le livre aussi, le chaud-froid, être extrêmement violent et ensuite être adorable avec la personne. Mais c'est ce que Getso dit. On me l'a encore répété hier. J'ai fait le lancement de mon livre hier dans le 20e à Paris. Et il y a des jeunes femmes qui sont venues me voir. Et même l'après-midi en interview, une journaliste qui est en reconversion, qui donc était cuisinière avant, qui a vécu l'enfer, me disait en fait, ce qui est dingue, c'est que le chef, il nous défonçait tous les jours, mais genre d'une violence inouïe. Et en fait, quand tu le croisais comme ça, machin, ou après, il était adorable. Tu buvais une bière avec lui, le mec était, comme le dit Getso, une crème absolue. Et ça, je veux dire, cognitivement, même si c'est pas une stratégie volontaire, si le mec juste, c'est lui qui a un truc, bon là. Mais vous imaginez comme c'est dur de partir de cet endroit, de dénoncer quelqu'un aussi, parce que vous dites, bah non, mais quand on n'est pas en cuisine, le mec est juste adorable, quoi. Donc c'est aussi... Et c'est un truc que moi j'ai beaucoup entendu dans les témoignages que j'ai reçus, avec qui je me suis entretenue. C'est vraiment ce truc de je n'arrive pas à partir, je sais que je souffre, j'ai mis du temps. Et c'est souvent quand ces personnes ont pu en parler avec des gens extérieurs à la restauration. C'est ça que j'explique aussi, cette espèce d'entre-soi. On traîne, déjà, vu les horaires, de toute façon, on voit pas grand monde. Et puis, vu les week-ends qui sont pas les vrais week-ends que la population générale a, on voit que des gens de la restauration. Quand on parle à quelqu'un extérieur, les curseurs, on se rend compte qu'ils sont pas du tout en fait, c'est ça, c'est-à-dire que moi, les gens me disent, en fait, un jour, j'étais en vacances avec des potes de mon mec, et puis on était en train de prendre l'apéro, et puis d'un coup, on m'a dit, tu peux nous raconter comment ça se passe chez machin chose étoilée, avec des étoiles dans les yeux, les gens, tu vois. Et la nana a raconté des trucs, et tout le monde était là. Attends, quoi? Et elle n'était pas du tout choquée en le racontant. Et en plus, ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur les différents profils. C'est une femme qui était en reconversion, qui avait été harcelée sexuellement dans son job d'avant dans le marketing, et qui s'est dit, en fait, c'est bon, j'en ai marre, personne ne m'a cru, les prud'hommes catastrophes, je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est la cuisine. Et en fait, elle a découvert que c'est encore pire comme milieu. Elle a subi, elle en parle dans le livre, des remarques sexistes abominables et du harcèlement sexuel. Et en fait, elle m'a dit, c'est ça, je me suis rendu compte que j'avais complètement déplacé le curseur, parce que j'étais entourée à ce moment-là à l'apéro que de gens qui n'ont jamais mis un pied en restauration et qui me regardaient avec des yeux comme ça, des soucoupes, en disant non mais t'es sérieuse là, il te fait ça. Et même entre guillemets juste sur le temps de travail, quand tu dis à des gens et sur la restauration, je travaille 75 heures semaine,
Oui. Alors déjà, rien que le nom, t'es là genre, comment c'est possible? 80 heures semaine? Quoi? Je dors 4 heures par nuit? Quoi? Et qui te disent: «Bah oui, puis on est payé 43 quoi». Oui. Ça, c'est Et moi, quand je leur disais au téléphone, quand mes questions, la grille de questions, il y avait, voilà, c'est quoi ou c'était quoi votre salaire? Alors, ces gens parlent tous en net, d'ailleurs, c'est marrant, j'ai découvert que personne ne parle en brut dans la restauration. C'était assez intéressant aussi, voilà. Il n'y a pas de moyen de négocier les salaires, hein. Le chef te dit, voilà, parce que moi, quand je leur ai dit, vous avez négocié, et là, on m'a dit, comment ça négocier? Bah non, on négocie pas en restauration. T'annonce un chiffre, et je veux dire, c'est non négociable, il n'y a rien. Ouais. Une augmentation, bon courage. Et donc, on me disait ça, et je disais, bon, et combien d'heures étaient inscrites sur vos contrats? Bon, c'est des contrats de 39 heures, hein, classiques. Et je disais, mais combien d'heures effectives vous travaillez? Bon, bah, 70, parfois 80 et tout. Et là, je disais, est-ce que vous avez déjà fait votre taux horaire réel? Non. Ok. Et je leur disais, est-ce que vous voulez savoir? Je suis pas sûre, mais si, allez, dites. Et je calcule, je dis, bah là, vous êtes à 5 euros de 4 ou l'heure. 5 euros de l'heure en fonction du temps de travail. Pour servir des gens qui bouffent pour des repas à 300 balles. Quoi. Ouais, ça, c'est une autre question. Il y a plein de choses dans ce dont on a discuté. Il y a plein de choses dans le chat aussi. Mais je pense qu'on va rester sur ce dont tu parlais, c'est-à-dire la précarité économique, parce qu'on est sur un secteur qui est quand même extrêmement dérogatoire de base au Code du travail. Donc, même si les restaurateurs respectaient le Code du travail, ce qui est globalement pas le cas, même s'ils respectaient, il y a énormément de dérogations. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans la restauration ont de base moins de droits que les salariés dans d'autres secteurs. En fait, la convention collective, elle est moins du secteur HCR, hôtel, café, restaurant, elle est moins disante que le Code du travail. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a inscrit dans la loi, dans le droit, que ces gens ne méritaient pas d'être traités comme sont traités d'autres professions du même secteur en termes de pénibilité, par exemple, genre la majoration le dimanche. Oui. Le travail n'est pas majoré le dimanche, alors que, je l'explique dans le bouquin, des professions comme fleuriste, il y a une majoration le dimanche. Dans la convention collective, il est inscrit qu'il y a une dérogation. Ces gens ont le droit d'être exploités, de travailler beaucoup plus d'heures que le Code du travail, et les heures sup sont moins majorées que dans le Code du travail. Donc en fait, on a inscrit leur exploitation dans la loi, dans le système. Oui, parce qu'il y a effectivement des dispositions du Code du travail qui permettent d'aller en dessous, ce qui est un peu paradoxal, vous me direz, mais ça existe effectivement dans les conventions collectives, sur le temps de travail, etc. En plus de ça, même si les lois faibles qui existent ne sont pas respectées, hein, le temps de travail est jamais, tu le dis, t'as jamais, dans aucun témoignage, eu quelqu'un qui disait « Oui, j'ai un contrat de 39 heures, je travaille 39 ». Sauf justement quand les gens ont changé, on dit « Ok, c'est bon, en fait, j'ai compris, ça suffit, je renonce ». Je renonce aux étoilés, par exemple, ou aux bistronomiques, et des gens, parce que justement, à la fin, je montre quand même qu'un autre modèle est possible. Et puis qu'un autre modèle est possible, en fait. C'est aussi des gens qui disent, en fait, j'ai trouvé un super resto. Alors oui, c'est pas un étoilé, oui, c'est pas genre à l'excellence, je sais pas quoi, mais on nourrit les gens, parce qu'il faut se rappeler, c'est quand même, on nourrit des gens. Hein. Oui. Quand on fait de la cuisine, c'est pour ça qu'on le fait. C'est un métier magnifique, c'est une espèce de don de soi, d'altruisme total, de rendre les gens joyeux. Voilà. Et donc, des gens qui disent, en fait, j'ai renoncé à une forme d'exigence et d'excellence gastronomique, mais en fait, je travaille 39 heures, j'ai des vacances, je me repose, je fais mes heures, je suis payée s'il y a des heures sup, mon patron est super. Ouais. Ça existe. Ça existe. Heureusement, il y a quelques témoignages positifs aussi dans le bouquin, parce que c'est vrai que c'est un peu déprimant en lisant en se disant, voilà, c'est une accumulation quand même assez terrible. On a la précarité, on a aussi, alors tu le dis, c'est un peu quelque chose que tu n'as pas pu trop traiter dans ton livre, c'est qu'il y a aussi une embauche massive de personnes sans papier. T'as pas pu en interviewer parce qu'effectivement c'est très compliqué. Mais on sait qu'il y a énormément de restaurants qui reposent sur l'embauche de personnes qui sont payées au noir, alors que ce soit des compléments de salaire ou des gens tout simplement payés au noir en totalité. Travail dissimulé. Total. Je pense à des nombreux restaurants parisiens, des gens notamment de la communauté tamoule qui sont très très présents en cuisine en région parisienne. Sénégalais aussi beaucoup. Sénégalais, ça c'est un angle qui est compliqué à aborder et que tu évoques rapidement dans le livre, mais je suppose que c'était un peu difficile à enquêter. En fait, c'est simple. Moi, en plus des témoignages dans le questionnaire, je reçois tout le temps beaucoup de témoignages par DM sur Instagram, parfois par mail. Là, depuis que le livre est sorti, j'ai reçu un nombre de témoignages. Enfin, c'est fou, quoi. C'est terrible parce que c'est une souffrance. Les gens sont en souffrance et sont contents qu'enfin on les visibilise, quoi, et qu'on les croit et qu'on minimise pas. Ça, c'était aussi beaucoup un truc qui est revenu. On m'a dit merci de m'écouter sans me dire ça va, c'est normal. Et puis en plus, tant t'as la chance de bosser avec tel chef. Bref, mais j'ai eu personne en situation dite irrégulière, ou cette vulnérabilité aussi d'avoir besoin justement d'un titre de travail pour pouvoir avoir un titre de séjour, etc., un contrat. Personne ne m'a contacté spontanément. J'ai essayé.
moi-même avec mes contacts, mes amis dans le milieu, d'avoir accès à ces personnes. Et en fait, il y a une terreur. Oui. Ils ont encore plus peur. Évidemment, ça se comprend. Ils ont encore plus peur de perdre leur titre de séjour justement, de se mettre mal avec le chef, d'être encore plus maltraités dans ces restos. C'est des gens, ça marche aussi par cooptation, c'est bah voilà, votre plongeur c'est machin, votre commis c'est bidule, c'est un ami, donc il m'a dit que je pouvais aussi, moi machin. Et donc si jamais, et tu peux griller toute ta communauté en fait. Ça, c'est Ouais. aussi terrible que ça repose là-dessus en fait. Tu te dis, Mm. bah je viens de la part de bidule, votre cuisinier tamoul qui est super. Et si jamais en fait toi tu te plains parce que bah on t'a pas payé comme il fallait, qu'on refuse de respecter le droit, bah tu mets dans la merde ton pote qui t'a coopté quoi. Donc il y a on profite de ça. Et c'est cette main-d'œuvre sur laquelle repose la restauration française, notamment, on parle en Île-de-France beaucoup, il y a les chiffres qui existent, ils sont dans le bouquin. Et main-d'œuvre étrangère et main-d'œuvre régulière, parce que c'est pas pareil les deux, quoi. Elle est instrumentalisée par les syndicats patronaux, notamment l'UMI, qui est le syndicat patronal. Je rappelle que les patrons sont syndiqués en France de restaurants à HCR à plus de 70%. Les syndicats salariés, c'est On va en parler, effectivement. vraiment quasiment rien. Et donc, c'est instrumentalisé parce qu'on entend souvent les patrons, etc., dire il faut régulariser les sans-papiers, on a besoin d'eux et tout. Mais ces gens ne s'expriment jamais sur la convention collective, Oui. où il y a quand même les grilles, les barèmes minimums. Et évidemment qu'ils veulent les régulariser. Bah ouais, parce qu'ils savent très bien que c'est des travailleuses qui sont précaires et qui vont être corvéables et à qui on peut encore plus faire accepter des trucs inacceptables. Ils parleront pas, comme Qui diront comme ça l'a rien. montré dans le Qui livre. diront rien. Mm. Qui vont jamais aller faire un prud'homme. Beaucoup ne sont pas au courant de leurs droits. Beaucoup ne parlent pas français. Et ont peur d'aller solliciter des gens et vont encore plus fermer leur gueule. C'est pas eux qui vont boire des bières à la fin du service avec les autres, en fait. Donc il y a aussi une marginalisation qui est faite. Donc c'est un discours hyper populiste de dire regardez, je suis super, nous à la restauration on veut régulariser, mais c'est aussi un truc qui est porté par les syndicats salariés, en fait. Enfin, je veux dire, on ne les a pas attendus pour dire qu'il fallait régulariser les gens, quoi. Ouais, puis dans la loi qui a été votée récemment, là, je crois que la liste des métiers en tension est sortie sur la dernière loi immigration. Justement, la restauration en fait partie, donc on est dans une approche très patronale de le bon immigré, c'est celui qui travaille sans se plaindre et il peut avoir son titre de séjour. Exactement. On l'inscrit dans la loi, quoi. On parle beaucoup de syndicats dans le chat. Effectivement, c'était le prochain sujet que je voulais aborder parce que, évidemment, pour plein de raisons, la restauration, c'est un secteur qui est très peu syndiqué. Alors, le privé en France est globalement très peu syndiqué. Notre modèle syndical fait qu'on n'a pas beaucoup de gens qui sont adhérents à une centrale syndicale dans le privé. C'est un secteur qui est éclaté aussi. Il y a très peu de grosses structures, c'est beaucoup de petites entreprises. Oui, en fait, structurellement, le chiffre, c'est en France, la restauration, c'est plus de 80% de TPE, PME, donc moins de 10 salariés, vous n'avez pas un CSE. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi qui fait qu'ils sont très peu syndiqués. Oui, c'est ça que TPE, PME, en général, c'est un secteur qui est très peu syndiqué. D'ailleurs, ça m'a fait penser, quand j'ai lu ton livre, il y a autrefois, j'ai fait une enquête sur la syndicalisation dans les radios locales, qui sont aussi des TPE, PME, et j'ai retrouvé certaines choses le discours, quand tu recueilles les témoignages des gens, il est très concret. Il a énormément conscience des rapports de force, des difficultés et tout. Et dès qu'on parle de syndicat, tu entends le discours le plus anti-syndical que tu as entendu de ta vie, parce qu'il y a cette idée de on est une famille, faut pas adhérer à un syndicat. C'est très différent des grosses entreprises où c'est très bureaucratique, on respecte tout. Là, c'est vraiment. On peut discuter directement, adhère pas à un syndicat, fais pas ça, et ça se retrouve aussi dans ces témoignages. Ça se retrouve notamment parce que par ce qu'on disait tout à l'heure aussi, de cette promesse de méritocratie et de cette promesse d'ascension et de mobilité. Parce qu'en fait, quand on va en cuisine, on ne veut pas rester commis toute sa vie. Je veux dire, à la base, quand tu fais une école à 15 000 boules aussi, ou un lycée hôtelier, tu n'es pas là pour juste continuer à éplucher des oignons, etc. Donc tu veux monter en grade. Tu sais que le chef ou la chef a commencé en bas de l'échelle aussi. Donc tu te dis, moi, mon but, c'est de monter. Et le Graal, c'est de devenir patron-patronne. C'est pas dans tous les métiers qu'on peut devenir patron-patronne. Moi, personnellement, journaliste, je n'ai aucune envie d'être patronne. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Même pas être chef de personne, quoi. D'ailleurs, je suis indépendante. Mais donc là, c'est ça. Je veux dire, le but, c'est quand même ça. Au fond, les gens veulent ouvrir leur resto. Donc, ce qui est compliqué, c'est que vous avez à la fois un chef qui vous dit « Mais moi, je connais très bien les problèmes. On est pareil. Je suis chef, mais j'ai été comme toi. Et moi, tout ce que je veux, c'est te faire progresser. Parce que je sens en toi que tu as du potentiel. » Donc pareil, encore une fois, ce truc de Stockholm, horrible, machin, de quelqu'un qui n'est pas genre le fils du patron, enfin parfois il l'est, mais bon bref, mais on n'est pas dans une entreprise classique où quelqu'un dans le bouquin me dit très justement, on sait qu'on va... en fait, tu sais que tu vas pas, quand tu es ouvrier chez Peugeot, tu seras jamais le PDG de Peugeot. Je trouve que c'est un très bon moyen de se dire, bah oui, tu seras jamais, tu le sais. Et là, il y a ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a des aspirations réalistes à une ascension. Exactement. C'est pas uniquement c'est pas un mirage, quoi. Et c'est ça qui fait qu'ils les tiennent par là, en fait.
par exemple, tu te dis, bah voilà, moi, en fait, si je me syndicalise, enfin, si je me syndique, pardon, et que je fais progresser et réformer la convention collective, bah, quand je serai patronne, Ouais. du coup, je me tire une balle dans le pied. Donc, cette espèce de solidarité qui n'existe plus, parce que l'aspiration au patronat, bah, c'est le mirage, ou l'illusion, ou le souhait le plus énorme dans ce truc-là, quoi. Oui, d'ailleurs, tu fais de l'histoire sociale aussi de la restauration, et on pourrait dire qu'il n'y a pas de conscience de classe pour faire de classe pour soi, de classe en soi, je sais plus, mon marxisme est un peu vieux. Il y a pas vraiment de conscience de classe chez les travailleurs de la restauration pour plusieurs raisons. Il y a une raison historique à ça, où on leur a appris à ne plus se considérer comme des ouvriers, alors qu'il a existé à une époque des syndicats de restauration, et aussi cette idée qu'on est très dépendant de la bourgeoisie, en fait, des élites, pour notre travail, parce que c'est eux qui dépensent leur argent dans leur restaurant. Ça m'a fait un peu penser au milieu comment dire, du personnel de maison, où il y a une dépendance en fait aux Bah, c'est du personnes service. riches. C'est du service, ouais. C'est du service, c'est-à-dire, on sait très bien aujourd'hui qui a recours à ces services, la niche fiscale qu'il y a derrière aussi, bon, c'est quand même plus la bourgeoisie et les riches. Effectivement, là, moi, c'est pour ça que je voulais vraiment faire un éclairage, enfin un long retour historique aussi, parce que pour moi, c'est le mythe gastronomique qui est la base de tout ça. Et effectivement, cette dépendance qu'il y a, c'est s'il n'y a pas de riches pour dépenser leur thune dans les restos, il n'y a pas de resto haut de gamme. Ouais. Bah, du coup, il n'y a pas de cuisiniers qui font ça. Enfin, donc en fait, tu es dépendant effectivement de ces classes sociales-là. Et puis le client est roi. Aujourd'hui. Donc, et là, moi, et pour le coup, c'est un truc que j'explique pas là-dedans parce que c'est pas le personnel de salle que j'interviewe, parce que c'était vraiment sur les cuisines et le métier de cuisinier ou pâtissière ou pâtissier. Mais en salle, c'est de pire en pire. Enfin, moi, les gens me disent, les gens sont de plus en plus odieux. Ouais. Parce que justement, les métiers de service, tout le monde s'en fout. Et en plus, les cuisiniers sont invisibles, donc c'est les serveurs qui prennent. Mais effectivement, cette idée que, mais non, vous n'êtes pas des ouvriers, c'est une stratégie patronale. Et dans le bouquin, j'explique que les premières revues professionnelles, qui ont existé très tôt, sont des revues qui étaient quand même assez à gauche et qui parlaient des conditions de travail. D'ailleurs, c'est ça qui est terrifiant, c'est-à-dire que depuis 2 siècles, c'est la même chose. J'ai reproduit dans le bouquin des témoignages de cuisiniers qui témoignent de leur expérience au début du 19e siècle en disant « Moi, j'ai vécu l'enfer, j'espère que les prochaines générations ne vivront pas ce que j'ai vécu. » Et t'es là, mais c'est pas possible, on est en 1847, ça fait Oui. à quel moment Sur ça les temps de s'arrête, travail, c'était des trucs qui temps reviennent de travail, pareil. on se fait hurler dessus, on se fait humilier. Enfin, je veux dire, tu lis les trucs, tu te dis, c'est aujourd'hui, c'est pareil, 2 siècles. Et donc, à un moment donné, il y a eu une espèce de scission dans ce milieu de la restauration, et je le montre à travers des revues professionnelles qui ont commencé à devenir une revue des travailleuses et une revue des patrons-patronnes. Et la stratégie du patronat et d'une partie de cette profession, ça a été de dire, quand il y a commencé à y avoir des revendications justement sur le statut du cuisinier ou de la cuisinière, surtout du cuisinier vu que les femmes étaient exclues, bref, peut-être en parlera, mais de formation diplômante, elles ont toujours été en cuisine professionnelle, rappelons-le, mais c'était une stratégie de dire, mais enfin, pourquoi vous voulez les mêmes droits que les ouvriers ? Mais vous n'êtes pas des ouvriers, vous êtes au-dessus de ça, vous êtes des artistes, parce qu'à un moment, ils voulaient avoir un statut qui leur permet d'aller au prud'homme. Oui, et là, le patronnier a fait « Oh non, ça pue. Alors non, si on leur donne ce truc-là. » Donc la stratégie de leur dire « Mais vous êtes des patrons en devenir, vous êtes des artistes. Un artiste, ça ne va pas au prud'homme. » C'est parce que tu parles d'artification de la cuisine. Ouais. D'ailleurs, on parle de... Ça me fait penser au statut de artiste en sandwich chez Subway, donc ça va très très loin. Du coup, c'était pas mieux avant. Ça dépend sur quelle chose, mais là, effectivement, l'évolution me semble assez lointaine. Juste, pardon, quelqu'un, Chinoya dit c'est les serveurs qui prennent, mais c'est les serveurs qui prennent les pourboires aussi. Alors, ça dépend des Ça dépend des cuisines. restaurants, Il y a des restaurants où tout le monde, on partage les pourboires, mais effectivement, c'est hallucinant de voir qu'il y a encore des cuisines où les cuistots ne touchent pas à un moment donné. Et surtout, et en plus, il y a des gens qui me racontent, leur chef étoilé, là, qui à la télé est super sympa, il prend la moitié des pourboires tous les jours. Oui, tu racontes plusieurs témoignages de gens où le chef a pris 1 000 euros. C'est très très restaurant dépendant aussi, c'est aussi la difficulté. On peut avoir... Et des chefs qui n'ont pas cuisiné depuis... Moi, il y a des gens qui m'ont dit, je ne l'ai pas vu en cuisine, sauf quand il y a un reportage, les réseaux sociaux, ce chef qui est à la télé tout le temps, machin, il n'a pas touché un couteau dans les 6 mois où je suis restée dans son établissement. Donc il y a ça aussi, les mecs, ils bossent plus en fait. Quoi. Ouais. C'est ce que tu racontes. Ils bossent pour eux, pour leur image. Une histoire où il y avait une mise en place et le chef arrive, il refait une mise en place pour faire ses photos pour son Insta. Le temps qu'il fasse ça, tout est froid, et il se barre, il fait son post Insta et il se barre, et du coup les salariés doivent tout refaire. Ils doivent refaire la mise en place, refaire des trucs que dont le mec s'est servi. Par exemple, il y a aussi l'histoire de la coupure. Donc, pour dire aux gens, la coupure, c'est quoi ? Alors quelqu'un me dit, interdiction au patron de taper dedans. Non.
en tout cas, pas à ma connaissance, le patron, il a totalement le droit de prendre les pourboires pour lui. Ah oui, il n'y a même pas de réglementation. En fait, ça dépend. Et quand c'est du cash, c'est plus facile. Alors maintenant, c'est la carte bleue, etc. Mais non, les gens me disent, c'est juste que ça se fait pas, quoi. Je prends pas les pourboires. Donc sur la coupure, quelqu'un dit, Milou 640 000 dit pire invention, la coupure. La coupure, c'est quoi? Travailler en coupure, qu'est-ce que c'est? C'est vous embauchez par exemple à 9h, donc mise en place, etc. Service, vous débauchez genre vers 15h, quoi. Et après, vous reprenez vers 17h30, 18h. Ouais. Et entre les deux, vous n'êtes pas rémunéré. Alors que 2 heures de temps, tu vas pas retourner chez toi, surtout si tu habites loin, t'as pas le temps d'avoir un vrai repos. Et donc, il y a des gens qui se mettent sur la banquette pour dormir, des gens qui mettent 2 chaises face à face pour pioncer, et vous n'êtes pas rémunéré, vous êtes sur votre lieu de travail. Et donc, les syndicats salariés notamment réclament une rémunération de la coupure ou une fin de la coupure, stop. Et il y a même donc, des gens qui me racontaient aussi, beaucoup de gens qui me disaient, pendant la coupure, moi, le chef me demandait de l'aider à faire des trucs pour les réseaux sociaux. Ouais. Et qui disent, mais je me suis sentie vachement valorisée d'être avec le chef, parce que voilà, c'était incroyable. Mais se dit, mais attends, je suis en train de travailler gratuitement, en fait. Ça. Donc, d'où aussi les 18 heures de boulot par jour, quoi, par exemple. Mais ahurissant, quoi. C'est-à-dire que c'est du temps de travail pas rémunéré. C'est comme si vous, à votre boulot, votre pause-déj, on vous disait, en fait, t'as 2 heures de pause-déj, mais on te paye pas du tout, en fait. Et si tu travailles pendant ta pause-déj, c'est pareil, tu n'es pas payé. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que malgré tout ça, malgré tout ce qu'on vient de raconter, c'est-à-dire peu de syndicats, plein de dérogations au code du travail, des patrons qui piquent les pourboires, des paiements en cash, des coupures, etc., c'est un secteur qui est extrêmement subventionné, notamment pendant les confinements, et c'est un secteur qui est assez peu, notamment pour les étoilés, qui est assez peu profitable. Ouais, c'est très peu rentable, un resto étoilé. C'est Olivier Gergaud, qui est prof en école de commerce, qui m'avait contacté déjà en 2020 quand il avait vu le questionnaire. Il était hyper intéressé justement pour faire une étude qualitative, un truc de chercheur. Et il a, lui, j'ai le rapport, il est trouvable sur Internet. Il m'avait dit, moi j'ai fait une enquête. Certains étoilés ont bien voulu, évidemment anonymement, m'ouvrir leur compte, quoi. Et donc il a découvert que c'était pas rentable. Il a aussi fait une étude sur quand on gagne une étoile, quand on perd une étoile, quelles sont les conséquences sur le chiffre d'affaires et sur les bénéfices. C'est hyper intéressant. Mais ce que tu dis sur les subventions de ce secteur, moi, c'est ça que j'ai découvert vraiment, qui m'a fait halluciner. J'ai épluché les rapports de la Cour des comptes, qui sont très, 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 très longs. Et donc, tu découvres que c'est un secteur qui est sous perfusion. Ouais. Malgré tout, c'est un secteur qui perd beaucoup d'argent, alors qu'il ne paye même pas les heures sup. Donc déjà, tu te dis, s'il paye les heures sup, laisse tomber. Tout le monde est sous la porte. Qu'est-ce qui arriverait s'il respectait le code du travail? Moi, comme je dis dans le bouquin, quand j'ai dit, mais pourquoi vous ne payez pas les heures sup? On m'a dit, sinon on ferme demain, en fait. J'étais là. Mais c'est quoi ce business model, mon Dieu? Mais moi, si demain je vous une boulangerie et que je dis au boulanger, je vous paierai juste la moitié du temps de travail, il va me dire, va te faire cuire le cul, quoi. Donc, et il aurait bien raison. C'est comme dans notre milieu de la presse, les médias. J'ouvre un média, mais je peux te payer qu'en facture. C'est illégal. Mais oui, mais du coup, quand ça ira mieux, je te paierai. Non, en fait, je vais pas travailler gratuitement, quoi. Et donc, on a sur cette histoire, j'ai perdu mon fil. Sur le financement. Oui, financement, voilà. Confinement. Donc, j'ai découvert que c'était un secteur qui était sous perfusion, qui a bénéficié du plus grand en termes de proportion et en termes de chiffres, des aides incroyables de l'État, contrairement au secteur culturel, qui a eu que dalle. Malgré tout, c'est un secteur qui dit 200 000 postes vacants, les gens ne veulent plus travailler. Les gens ne veulent plus travailler. Et puis, effectivement, il y a eu un grand nombre de fermetures de restaurants. Ça, on le sait, il y a eu une hausse de fermeture de restaurants depuis la période 2020-2021. Parce que je ne dis pas post-Covid, on est encore dans le Covid. Je pense aux gens. Pensée très forte pour les gens qui en souffrent aujourd'hui encore beaucoup. Covid long, notamment. Oui. Ouais, Covid long. Et puis, même juste pas de protection, tout le monde s'en fout. Bref. Et donc, il y a vraiment ce truc-là. Et dans le bouquin, je cite quand même Elisabeth Borne. Quand même, Elisabeth Borne dit, en somme, on a trop aidé ce secteur qui, en retour, n'a pas tenu ses promesses. Oui, si Elisabeth Borne le dit, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment, c'est pas une gauchiste c'est pas la CGT qui est en train de dire ça, quoi. Donc, il y a cette idée-là. Et puis, il y a aussi, justement, avec ce truc de cadeaux fiscaux, à gogo, aide à l'apprentissage, plus de cotisations. Enfin, je veux dire, c'est un délire. Quand moi j'ai découvert ça, c'est fou. Donc, je l'ai mis dans le bouquin. Et il y a aussi le fait que les syndicats patronaux bloquent les négociations sur la convention collective avec les syndicats salariés. Ils n'ont pas évolué depuis des années. Que dalle, c'est une catastrophe. Et notamment sur les rémunérations, les seuils de rémunération. Et à chaque fois qu'ils daignent augmenter les salaires, c'est systématiquement en échange d'un cadeau fiscal de l'État. C'est systématique. J'ai tout regardé.
toujours ça. Dites-vous que ça, ils prennent ces améliorations entre gros guillemets de la convention collective, mais de toute façon, le droit du travail est en général pas respecté. Donc, c'est des cadeaux, c'est des cadeaux gratuits. Hein, c'est des cadeaux, quoi. C'est ça. Cadeaux. Ouais. Et en échange, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de choses, notamment sous Sarko et tout. Il n'y a rien eu en retour, en fait. Il y a eu des promesses. Hein, et puis, en fait, ils ont vu que bah non, il n'y avait pas eu d'amélioration. Ils n'ont pas tenu leurs promesses, en fait, de ruissellement. Bon, on a évoqué pas mal des sujets qu'il y a dans le livre, mais on n'a pas tout évoqué. Donc, Violence en cuisine, hein, Omerta à la française, qui est sorti mercredi, hein, qui est déjà en réimpression en plus. Oui, mais merci à tout le monde, parce que vraiment, j'ai appris hier à mon lancement qu'il était déjà en réimpression. Je trouve ça fou, c'est génial. Je suis trop contente pour le secteur qu'on se mobilise autour. Ouais. Et ça fait déjà du bruit, même avant la sortie du livre. Parce que tu racontais sur Insta qu'il y avait un petit PDF qui avait fuité. Yep. Et que ça avait provoqué quelques réactions un petit peu agressives du monde de la restauration. Alors, on va pas citer de nom, parce que tu n'en cites pas dans le livre, des enjeux aussi de gens, ils veulent pas parler, ils veulent pas afficher un chef. Mais il y a eu quand même une réaction et déjà un petit contre-feu qui avait été lancé suite à l'idée que le livre allait sortir. Quoi. Ouais, contre-offensive. Quelqu'un dit grève générale de la restauration, on pourra en parler peut-être aussi. Parce que moi, en fait, on pourra en parler. C'est intéressant d'en parler parce qu'on parlait de syndicalisme. Oui, en fait, j'ai appris il y a 3 semaines que le bouquin avait leaké, il avait fuité. Je pense que je sais à qui, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu le PDF qui a fuité. Oui. Donc, il a fuité, il a été du coup envoyé, transmis à des consultants, à des chefs, etc., qui ont voulu vérifier s'ils n'étaient pas dedans, si leurs clients n'étaient pas dedans. Ouais, parce que j'explique vite fait aux gens, juste quand on travaille sur un bouquin, quand on fait une interview comme celle-ci, on reçoit le livre en avance, soit en PDF, soit en physique, comme ça. Donc c'est tout à fait possible que quelqu'un qui a reçu le livre, alors qu'ils n'ont pas le droit, les diffuser. Quoi. Et les PDF ne sont pas toujours filigranés, par exemple. Donc moi j'ai appris ça, voilà. Et donc la veille de la sortie de mon livre, sur Instagram, on m'envoie, on me dit, t'as vu ce truc-là? Et là je vois manifeste, signé par moult chefs étoilés, qui disent ah là là, on est super, en gros, voilà comment nous on contribue au changement et à la réforme du secteur, parce que nous on offre des séances d'ostéo gratuites à nos employés. Waouh. Donc il y a vraiment, c'est vraiment une litanie de QVT, bien-être et compagnie, et donc c'est une individualisation de la problématique et des problématiques et des enjeux de pénibilité, de risques psychosociaux, etc. Encore une fois, c'est pansement sur une jambe de bois. Il y a 30 établissements qui ont suffisamment de pognon pour mettre en place des choses pour améliorer le bien-être. En revanche, on ne touche pas à la convention collective. Justement, on ne touche pas à ça. C'est nous, on est super, on a le pognon pour, démerdez-vous. Et puis de toute façon, c'est des belles promesses. Moi, j'aimerais bien qu'on leur demande, concrètement, c'est quoi les actions, quoi. Ouais. Concrètement, vous avez mis ça en place, ou c'est juste un petit manifeste que vous signez en disant nous, on est super, on est très vertueux, quoi. Est-ce que si le ou la salariée prend son rendez-vous ostéo, il se fait virer le lendemain parce que oui, mais même juste, après l'ostéo c'est une pseudo-science, hein, rappelons-le quand même. Oui. Moi, tu me dis ostéo, je te dis non merci. Bon, il y a de la kiné aussi, mais en fait on prend pas le problème à la racine. C'est-à-dire que là on traite les symptômes, pas le mal. Si tu veux que les gens arrêtent de souffrir au travail, bah, tu revois l'organisation du travail, tu revois l'ergonomie, etc. Et puis tu arrêtes de les faire bosser 80 heures, surtout parce que tu bosses 80 heures semaine, tu as beau voir tous les ostéos du monde, ben non, en fait, tu vas toujours te sentir comme physiquement hyper mal, quoi. Oui, puisque témoignage de gens qui ont commencé à 15 ans, et en fait, il y a quelqu'un de 22 ans qui dit j'ai l'impression d'avoir 32 ans. Alors, c'est pas vieux, 32 ans. Ouais. Mais bon, c'est pas pour normal lui, à 22 ans d'avoir cette impression-là, quoi. Ouais, des gens qui me disent j'étais sous antidépresseur à 19 ans, sous somnifère, j'ai des PTSD, la nuit j'entends le ting-ting et les tickets qui sortent. Des gens qui te disent oui, à 19 ans, je suis traumatisée. Il y a un jeune homme qui m'avait dit il y a quelques années, j'arrive même plus à entrer dans un restaurant. Ouais. Vraiment, PTSD de fou, quoi. Des femmes qui ont fait des fausses couches à répétition. C'est le trauma du chef, qui ont été agressés sexuellement ou violés. Enfin, c'est des gens qui sont détruits hyper jeunes, quoi. Et en plus, c'est une des questions que je leur posais aussi, qui se disent mais je vais pas pouvoir tenir toute ma vie. C'est pas possible, j'ai 27 ans, je suis déjà en vrac. Comment je vais faire? Je ne sais pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne savent rien faire d'autre, qui ne seront bons dans aucun autre secteur, et surtout qui, ça on comprend, ne veulent pas renoncer à leur vocation et leur passion. Truc de métier passion aussi, qui est une belle stratégie patronale pour te tenir, quoi. Il y a aussi 2 termes, alors il nous reste quelques minutes, si ça ne te dérange pas de dépasser quelques minutes, que tu évoques, parce qu'on parlait des raisons pour lesquelles ce système tenait aussi. Alors on a les subventions, mais on a aussi quelque chose de l'ordre du symbolique et du politique. Tu as 2 éléments que tu évoques dans le livre, c'est le gastro-nationalisme et la gastro-diplomatie. En fait, c'est 2 éléments qui font que ce système-là est un petit peu particulier en France. Tu peux expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Alors, gastro-nationalisme, c'est
instrumentalisation à des fins xénophobes, nationalistes, de la tradition, soi-disant, du soi-disant terroir, qui est comme une invention culturelle et politique, pour dire on est les meilleurs, la France c'est les meilleurs, les autres gastronomies, cuisine, c'est de la merde, on se met la couronne sur la tête et voilà. C'est aussi ce qu'on voit depuis quelques années. On l'a bien vu avec Sandrine Rousseau par exemple, sa sortie sur la viande et le virilisme. T'es attaqué par l'extrême droite tout de suite. Et puis l'association viande, nationalisme, on se rappelle les apéros saucissons pinard du FN à l'époque contre les prières de rue qui n'existe pas. Donc il y a aussi et la gastrodiplomatie, c'est donc ce soft power par la gastronomie pour rayonner à l'international. Et en France, le rayonnement à l'international, il se fait avec le cinéma, le luxe et la haute cuisine, comme on dit. Donc ça, on s'en sert aussi pour l'omerta, pour dire mais tu peux pas parce que c'est la France que tu trahis en fait. Si tu dénonces ce système, tu t'attaques à la France. Tout comme Macron avait dit Gérard Depardieu, il rend fier à la France. C'est exactement la même chose. Là, c'est ça, il rend fier la France à l'international. C'est le monstre sacré du cinéma. Et là, c'est pareil. C'est des gens, des chefs, on dit, qui rendent fier la France. Ils ont des restos partout dans le monde, ils cuisinent pour des chefs d'État. On les voit un peu partout, donc ils représentent la France à l'étranger. Et cette excellence qu'on juge corrélée complètement à la violence, alors qu'on peut avoir de la rigueur et faire des trucs incroyables sans violenter les gens, quoi. Donc ça, c'est un truc assez fou. Donc on se sert de ça pour tenir les gens et leur dire mais en fait, c'est la France que tu trahis et que tu attaques. Si tu attaques la gastronomie et que tu te plains, ce système est là depuis longtemps. Voilà. Et c'est comme ça et ça marche très bien. Alors ça marche très bien pour qui ? Alors c'est très bien pour qui ça marche. Tu fais beaucoup de parallèles dans le livre avec le monde du cinéma et j'ai vu, moi ça m'a fait aussi penser au monde de la santé. Il y a des gens qui dans le chat qui ont fait le parallèle. Effectivement, avec des métiers avec un certain prestige social, qui ont un certain aspect physique, qui est un petit peu en décalage avec des métiers plus intellectuels que feraient des classes supérieures, etc. Où on a le côté, on est des artistes. On a une question de supériorité, mais c'est quand même un métier très physique. Il y a des dynamiques qui sont assez semblables, je trouve. Okay. Et le parallèle avec le cinéma, je trouve aussi intéressant. Et moi, ça m'a vraiment fait penser au monde de la santé. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait aussi ça. Donc, ok. Voilà. Le comté, on aime le comté. Ouais, non, mais vous voyez, exactement. Ça, par ouais. exemple, très bon exemple, le comté, truc gastronationaliste total. En plus, on est en mode les écolos, les Khmers verts, là, on l'a encore entendu, merci, quoi. Donc, oui, ça, c'est vraiment typique du gastronationalisme, où on invoque des soi-disant traditions, terroirs, pour un peu bloquer toute discussion autour de ça. Et est-ce que je peux juste parler d'une piste de sortie, du coup, quoi, ouais. de réforme. Enfin, j'imagine que c'était une de tes questions, quoi. Voilà, tu veux qu'on en vienne bien sûr. Du coup, dans le bouquin, le dernier chapitre s'appelle Agir, parce que je ne vais pas finir sur un constat en disant voilà, c'est fini, c'est fichu, de toute façon, on ne peut rien faire. Non, la preuve, il y a plein de gens qui font pour. Donc, il y a l'association Bondir, BONDIRE, qui a été créée il y a 5 ans par la chef Manon Fleury et la chef Marion Gotelet. Aujourd'hui, la présidente, c'est Victoria Nardone. Elle a été justement médiatisée aussi récemment parce que Bondir a créé 2 formations contre les VSS et une formation management. Et Bondir, à la base, c'est une association qui fait de la sensibilisation, de la prévention dans les écoles, dans les formations hôtelières et restauration. Donc, ils viennent, c'est des bénévoles qui sont que des gens du secteur, qui donc viennent dans les écoles parce que les écoles les sollicitent. Et aussi, Bondir a créé une ligne d'écoute qui donc fonctionne, c'est l'écoute par les pairs, donc c'est des gens concernés, des gens du milieu. Il y a une psy, c'est des gens qui ont été formés aussi à l'écoute, au recueil des témoignages et de la parole. Donc vous pouvez les contacter par mail et il et elle vous rappellent et vous pouvez en discuter. Il y a aussi une aide juridique si besoin, en tout cas ça existe. Il y a des collectifs qui se mettent en place. Il y a le collectif MEP mis en place. Vous pouvez vous renseigner sur le collectif MEP, ils sont super. C'est pas un syndicat, mais c'est des gens qui sont syndiqués, qui ont créé ça, que des gens de la restauration, un peu dans toute la France. Il y a plusieurs antennes, à Paris, à Marseille, je crois qu'il y a Lille aussi. Donc MEP, collectif MEP. Il y a un compte Twitter, un compte Instagram. Et donc il y a aussi un télégramme, je crois, ou un signal. Vous pouvez trouver ça, toutes les infos. Et donc, il y a le FUR 44 aussi, dans le département 44. Donc, commence à y avoir aussi des antennes régionales, on va dire, de mobilisation. Vous pouvez aussi aller contacter vos syndicats, mais peut-être passer par le collectif MEP pour leur parler syndicalisme, mobilisation, qui peut vous aider aussi. Là, je sais qu'ils sont en train d'aider une femme avec son prud'homme. Donc, il y a une aide juridique. Et justement, ils ont des personnes en situation irrégulière, comme on dit, qui peuvent aussi les contacter. Et puis moi, j'appelle, et ça, c'est mon grand appel. Alors évidemment, oui, on parlait de grève dans le chat. Oui, j'avoue, mon petit fantasme. Alors, mon petit fantasme de gauchiste, effectivement, c'est une grève générale parce que je fais une petite digression, mais enfin, pas vraiment, mais
dans le bouquin, les témoignages que je recueille, dans ma grille de questions, à la fin, il y avait toujours: êtes-vous syndiqué? Non. Donc 100% des gens m'ont répondu non, en tout cas que j'ai eu moi. Saviez-vous que vous pouviez l'être? Des gens m'ont dit: ah bon? Est-ce que vous savez comment ça marche? Non. Donc moi, voilà, on m'a dit: bah, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? Ok. Et ensuite, ils m'ont dit: mais du coup, ça fait quoi? Bon, ensuite, je demandais: avez-vous déjà fait grève? Non. Vous avez déjà pensé à faire grève? Non. Et plein de gens m'ont dit: mais je savais pas qu'on avait le droit, nous, de faire grève. Et j'étais là. Ouais. L'exploitation totale en mode: bah non, vous n'avez pas le droit. Alors que je rappelle que le restaurant est quand même un privilège. On n'est pas sur des métiers comme le métier de la santé, justement, où on va pas dire à l'hôpital, on arrête, on débraye pendant une heure et on laisse les gens crever. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Et donc, je leur parlais, parce que c'est des gens qui étaient vraiment en demande de débrayage. Donc, je leur disais, par exemple, mettons, vous arrêtez de bosser 1 heure entre midi et 13h. Donc, vous arrivez au travail, vous faites la mise en place, tout est prêt. Et à midi, vous dites, on arrête. Et donc, vous avez les clients qui sont là, la bouffe périssable qui est là. Oui. Et donc là, la perte de chiffre d'affaires, elle est nette, elle est immédiate. Et donc, c'est des gens à qui on a dit qu'ils étaient tellement rien et qui, du coup, sont persuadés d'être impuissants totalement, d'être sans aucune ressource, que le rapport de force, il sera jamais en leur faveur et qu'on ne peut jamais avoir un rapport de force inversé ou, en tout cas, plus ou moins équitable, qui me disent: ah ouais, j'avais jamais pensé. Alors que là, c'est un secteur où la grève est dévastatrice pour le patronat. Ça me fait un peu penser au secteur de l'imprimerie. Avant l'arrivée d'Internet, la CGT du livre qui était extrêmement puissante et les salariés de l'imprimerie qui ont des salaires très élevés. J'avais rencontré quelques-uns il y a une dizaine d'années, ils étaient à 3-4 000 euros pour des ouvriers, mais parce qu'ils disaient, mais en fait, c'est périssable un journal, donc en fait, on descend, on arrête la machine, on remonte, on dit au patron, bah, du coup, on discute. Ce serait pareil pour la restauration, en fait. Bah, et c'est comme les transports, les cheminots. Je veux dire, ils savent qu'ils ont un pouvoir, ils ont le rapport de force peut être en leur faveur. Ils mettent un pays entier à l'arrêt. Ouais. La restauration, c'est pas un pays à l'arrêt, puisque c'est un privilège de pouvoir le restaurant. C'est dévastateur. Ouais. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, quand je leur dis ça, j'ai eu des gens en face qui m'ont dit: ah ouais, j'avais pas pensé à ça, en fait. Mais c'est ouf, mais en fait, on a du pouvoir. Je leur ai dit: mais vous imaginez une grève générale, ne serait-ce que dans une ville, Paris, Lyon, Lille. Bah déjà, la couverture médiatique à l'international, tout le monde en parlerait. Oui. Donc là, il y aurait une lumière qui est faite sur les conditions de travail. Qui sont en train de manger au restaurant. Bah c'est surtout que vous faites chier les bourgeois. Et les bourgeois, on les écoute. Oui. Si jamais vous arrêtez de servir les bourgeois dans les restos, ils vont se plaindre, ils vont chouiner. Et vu qu'on écoute davantage les bourgeois et les riches que la classe prolétaire, les travailleurs et les travailleuses, bon bah voilà. Et donc, j'appelle aussi. Enfin, j'appelle pas à la grève. Qui suis-je pour dire appeler à la grève? En tout cas, c'est à réfléchir aussi là-dessus. Vous pouvez, voilà. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Je sais pas que vous pouvez. Vous perdez du salaire, hein, donc il y a pas de problème. Ça, on est au courant. Mais c'est surtout, moi, j'appelle à une chose, à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le même modèle que celle qui a été créée sur les violences dans le milieu de la culture, l'audiovisuel, etc. Après les témoignages de Judith Godrèche qui accusait Benoît Jacot. Moi, j'appelle vraiment à ça. Création d'une commission d'enquête parlementaire sur les conditions de travail dans la restauration. Parce que alors là, vraiment, on ne va pas s'en sortir sinon, quoi. C'est un très bon appel pour la fin. Merci beaucoup. Merci Nora. beaucoup. Merci à tous les gens dans le chat. Il y a eu vraiment. Et beaucoup de témoignages, ouais. Beaucoup de témoignages. Alors, juste quelqu'un dit, Gogo 78 420 dit: ouais, mais les bourgeois vont pas chouiner, enfin faire des prolétaires. Non, mais ils vont aller chouiner là-haut. Pour leur privilège. Pour leur privilège. Le livre Violence en cuisine, une omerta à la française chez Stock, c'est disponible, c'est réimprimé. Donc si vous le voulez, c'est dans toutes les bonnes librairies et dans les moins bonnes, vous pouvez le commander si le sujet vous a intéressé. On se laisse avec un petit raid, on va aller chez Alice Rage, je pense. Nous, on se retrouve pas vendredi prochain ici parce qu'il y a pont, donc je fais pas de live. Par contre, sur ma chaîne, vous me retrouvez comme d'habitude lundi à partir de midi et mardi, mercredi, jeudi de 7h à 9h pour la matinale. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Voilà, salut tout le monde.